Bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme. Ici, on imagine un tourisme qui respecte le vivant, les territoires et les générations futures. À contre-courant des sentiers battus, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui construisent le tourisme de demain, mais pas que. Professionnels visionnaires, jeunes engagés, chercheurs, économistes et innovateurs. Des voix engagées, des initiatives concrètes, des solutions qui transforment un secteur en profondeur. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Notre mission, amplifier les voix de celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus durable, avec nos séries de podcasts en marque blanche pour votre organisation. Installez-vous, laissez-vous inspirer et bienvenue dans l'aventure expérientielle. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille, face à la mer, dans un lieu que beaucoup de Marseillais connaissent, le Sofitel Marseille Vieux-Port. Et derrière ce lieu emblématique, il y a une question qui me travaille vraiment. Est-ce que le luxe peut se réinventer aujourd'hui sans renoncer à ce qui fait son essence et surtout sans jamais dégrader l'expérience client? Pour en parler, je reçois Vincent Guémard. Il dirige cet hôtel depuis plusieurs années et il porte une vision très concrète d'une hôtellerie de luxe plus responsable, ancrée dans son territoire, connectée à la mer, aux acteurs locaux et tournée vers l'avenir. Avec lui, on parle de déclic, de sens, de choix parfois à contre-courant, comme retirer le saumon fumé du petit déjeuner pour le remplacer par un poisson local. Mais aussi de pédagogie avec les équipes et les clients, de la manière d'embarquer dans son sillage d'autres hôteliers marseillais. Et surtout de ce que ça change profondément dans ce métier, quand être directeur d'hôtel ne se limite plus à piloter un centre de profit, mais devient un engagement. Allez, on y va. Bonjour Vincent, merci de me recevoir et de prendre ce temps pour partager un peu votre regard sur l'hôtellerie de luxe et comment elle peut s'engager dans un tourisme durable, dans une hôtellerie durable, responsable. Comment ça va? Ah ben, très bien, merci, François, très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, vous dirigez un établissement emblématique, le Sofitel Marseille Vieux-Port. C'est un très bel endroit. Quel est le lien personnel que vous entretenez avec la mer et la ville de Marseille? Bah, écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une, maman qui est, marseillaise. J'ai l'extrême bonheur d'être de la famille Pagnol, donc ma maman est amoureuse de ce territoire, et j'ai grandi, alors même si j'ai pas grandi à Marseille, puisque moi j'ai grandi dans la Drôme provençale, donc près de Nyons, enfin à Nyons d'ailleurs. J'ai quand même, passé toute mon enfance, avec, toutes les lectures, de ce territoire, puisque j'ai lu, vous imaginez bien l'entièreté des livres. Et donc j'ai toujours été, comment dire? Émerveillé et subjugué par ce territoire, de tous ces paysages, donc voilà, j'ai grandi avec ça. Et après, dès mon plus jeune âge, j'allais souvent avec mes parents, à la mer. J'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup plus, on va dire, marin qu'éthérien et aérien. Voilà, donc pour moi, ça coulait de sens de pouvoir travailler dans une ville, en bord de mer, et plus particulièrement à Marseille, parce que j'ai toujours été amoureux de cette ville. Et dès que j'ai fini mes études, j'ai pris mon premier poste à Marseille. Donc ça fait 22 ans maintenant que j'ai la chance de pouvoir, être à Marseille et d'avoir pu, grâce à mon groupe, rester dans cette ville, à travers 7 hôtels différents, mais à chaque fois en restant sur ce territoire, voilà, que j'affectionne, particulièrement. Marseille, pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi? Marseille pour moi, c'est tout, en fait. Marseille, c'est, une mixité culturelle, une richesse, vraiment de paysages. Vous me parlez de la mer. Je pense qu'on est une des seules villes où vous avez, la montagne, aussi proche de la mer, des paysages divers et variés. D'ailleurs, ces paysages, pour moi, ils se reflètent dans ces quartiers. Voilà, vous avez plus de 100, quartiers à Marseille, qu'on dit même plus de 100 villages, et les paysages, c'est pareil, que vous alliez, à l'Estaque, ou que vous alliez, au Goudes, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes, fonds marins. Voilà, c'est d'autres, odeurs, c'est d'autres, plantes, et c'est ça que j'aime dans Marseille, c'est qu'en fait, dans cette ville, on voyage 1000 fois, même en une journée, on peut voyager en restant sur place, quoi. Quel a été le déclic qui vous a poussé à vous engager dans une démarche d'hôtellerie responsable, d'hôtelier responsable? Bah, en fait, moi, j'ai 2 déclics majeurs, je pense. Bon, comme je disais, depuis l'enfance, moi, j'ai toujours adoré, j'allais beaucoup marcher avec mes parents, donc on était quand même toujours très proches de la nature. Mes parents ont toujours adoré ça. Je suis pas quelqu'un de citadin, foncièrement.
Et mes 2 vrais déclics, c'est le premier, c'est le Forum mondial de l'eau à Marseille. J'ai énormément travaillé dans le comité, pour faire venir ce congrès à Marseille, donc au travers de mes fonctions à la chambre de commerce, à l'office du tourisme de Marseille. Et en fait, en discutant avec les organisateurs, je me suis rendu compte que Marseille était très en retard sur les sujets de RSE. Et quand on a commencé à dire: «On veut absolument que vous veniez» et cetera, ils nous ont dit: «Nous, une des choses qui est la plus importante pour nous, c'est si on vient, on veut laisser une trace sur ce territoire». Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, on s'est dit, «C'est intéressant de laisser un héritage». C'est pas simplement de recevoir un congrès, d'avoir, des scientifiques qui viennent parler pendant une semaine, et puis bon, ils s'en vont, hop, terminé, et on tourne la page. À partir de là, on a pris des engagements, notamment avec l'UMI, on a pris des engagements de labelliser, un pourcentage élevé d'hôtels à Marseille avec le label Clévert, donc on a choisi ce label-là. Et donc nous, Accor, en tout cas, on a, labellisé l'ensemble des hôtels Accor grâce à ce congrès, puisque c'est quand même, ce congrès qui nous a poussé à rentrer dans cette démarche-là. Alors en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'Accor, depuis des années, avait déjà un programme propre de développement durable et effectivement, n'était pas encore orienté sur des labellisations, externes, mondiales, nationales, voilà. Et ça a été la première démarche à Marseille. On est les premiers hôteliers à Marseille à avoir pris un label qui n'était pas un label intra-groupe, qui était un label reconnu. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier déclic. Et après, clairement, je pense comme tout être humain, le deuxième déclic, c'est la paternité, quoi. Quand vous avez des enfants, que vous passez d'une forme d'égoïsme à une forme d'altruisme envers ses enfants. Et moi, je me suis dit, quel monde on va laisser à nos enfants demain, quoi. Et c'est là où on prend, je pense, beaucoup plus conscience des choses. On réfléchit pas à court terme, mais plus à long terme, en se disant, voilà, on a quand même des enfants et il faut qu'on leur prépare quelque chose demain qui sera quand même pas une planète massacrée, surexploitée, et on va dire où la véracité de nos activités économiques occulte complètement des actions RSE qui peuvent être cohérentes, quoi. S'engager dans une hôtellerie responsable, dans le luxe, quels sont exactement les défis concrets que vous pouvez avoir? Le 1er vrai défi, c'est de déconstruire, l'image même du luxe, quoi, de cette abondance un peu, illimitée. Donc c'est de réinventer un luxe un petit peu plus sobre, un peu plus intelligent, sans jamais dégrader l'expérience client. Alors il y a une forme aussi d'éducation, c'est-à-dire, de pédagogie, d'expliquer aux clients. Moi, je prends souvent l'exemple, des produits d'accueil, dans les hôtels. Tous les clients, je pense, du monde entier, étaient très contents d'aller dans un hôtel, notamment de luxe, de pouvoir repartir avec son petit flacon, d'une marque très connue, de le réutiliser à la maison, donc d'avoir, ce souvenir, d'apporter avec lui un souvenir de l'hôtel et cetera. Quand on est passé effectivement sur des formats, plus grands de conditionneurs, bon, il a fallu expliquer aux clients. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est quand on fait des actions, il y a beaucoup, de personnes en face qui pensent que ces actions-là sont des actions économiques et pas des actions, d'engagement. Voilà, donc: «Ah bah oui, vous faites ça parce que ça coûte moins cher», non, pas du tout. On a vraiment fait ça parce que quand on a commencé à regarder notre consommation de plastique, et de petits, justement, shampoings qu'on jetait, on s'est dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, on avait déjà travaillé sur le tri de nos déchets puisque on s'engage assez fortement. On trie plus de, 13 flux différents. Du tube fluo compact à la peinture, aux huiles, aux déchets organiques, qu'on fait ramasser par une petite, société marseillaise. Voilà, et donc on avait, ces tous ces conditionneurs de plastique, et à un moment donné, on s'est posé la question en disant: «C'est pas possible, quoi, qu'est-ce qu'on va faire?» Et c'est vrai que le groupe aussi Accor a eu une vraie impulsion de se poser ces questions-là. Bon, on a eu quelqu'un comme Brune Poirson, je pense que vous connaissez, qui a amené cette vraie dynamique aussi de transformer certains standards, pour les rendre plus RSE. Et effectivement, le défi, il est très intéressant dans le luxe parce que on doit pouvoir continuer à faire perdurer une expérience client, sans que le client se dise, «On a, amoindri ma prestation, on a», voilà. Donc on est bien plus dans la pédagogie, l'expérientiel. On explique pourquoi on fait ça. Typiquement, bon, on en avait parlé ensemble, mais bon, le saumon qui a été un vrai marqueur. Alors je dois reconnaître quand même aussi quelque chose, c'est que, ces actions-là, elles nécessitent d'avoir des gens engagés dans vos équipes. Moi, j'ai la chance d'avoir dans mon hôtel, une responsable je l'ai embauchée responsable communication et marketing, et maintenant elle est en plus responsable RSE
parce que Caroline est quelqu'un, qui vit, pleinement, pour toutes ces actions-là et elle insuffle, je veux dire, elle m'aide à insuffler dans l'hôtel, cette énergie, auprès des collaborateurs. Et un jour, elle nous dit, «Bon, écoutez, voilà, on est, l'hôtel, le plus ancien du territoire, 1976, on est reconnu comme tel et cetera. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour notre territoire, pour continuer à protéger les océans, pour on est un hôtel qui surplombe la mer, on voit la mer, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour les protéger?» Et donc on a commencé à essayer de regarder un peu, de lister des actions, de choses qu'on pourrait éventuellement faire. Et bon, voilà, on est tout de suite arrivé sur les espèces protégées, les bon, elle dit en réunion au chef, «Écoutez, maintenant, faut qu'on arrête le saumon, quoi, c'est plus possible», alors au début, moi, le premier, «Oui, mais alors attendez, le saumon, c'est quand même un marqueur, du petit déjeuner dans les hôtels de luxe. Demain, on va l'enlever, on va certainement avoir des plaintes de clients. Clients vont dire, voilà, vous avez un prix de petit déjeuner quand même élevé, le saumon est assimilé quand même à un produit de luxe et à un produit, clairement associé à notre industrie». Voilà, elle me dit: «Non, non, pas du tout, on va essayer», on a arrêté le saumon, on est passé sur un autre poisson de Méditerranée. Bon, bah, finalement, je pense qu'on a eu 2 plaintes clients. Parce qu'on a expliqué, on a fait un petit encart à côté pour expliquer en disant: «Voilà, pour éviter la surpêche, bah, la protection des océans et cetera, on rentre dans une démarche, d'arrêter le saumon». Et finalement, les clients, sont même, on va dire, au début, ils sont interpellés et après, on se rend compte ils appuient la démarche. Et donc c'est vraiment en fait de la pédagogie, de l'explication. C'est un petit peu comme la fresque du climat, quoi. Quand vous avez pas fait la fresque du climat, bon, je pense qu'il y a plein de clés que vous avez pas. Quand vous la faites, donc il y a une forme de pédagogie, on vous explique et moi j'ai appris plein de choses. Mes collaborateurs, quand je leur ai fait faire, ils ont appris plein de choses et après vous pouvez plus, comment dire? Réagir et vivre de la même manière. Je pense que les clients, c'est pareil. Une fois qu'on leur a expliqué, qu'on leur a montré, bah, ils vivent différemment et finalement après, bah, maintenant c'est rentré dans nos us et coutumes de notre petit déjeuner. Il y a plus de saumon. On a enlevé les petits pots de confiture individuels, pareil pour éviter d'avoir, énormément de verre à jeter. On est repassé sur des grands pots, et les clients comprennent très, très bien. Vous pouvez expliquer aussi par quoi vous avez remplacé le saumon? Parce que vous avez remplacé le saumon par un poisson local. Voilà, un poisson, local donc avec lequel, on fait même un petit peu de poutargue, dans notre région. Bah, ça, c'était une volonté du chef. Donc moi, je suis pas un grand spécialiste des espèces de poissons. Donc je leur avais dit: «Bon écoutez, essayez de trouver quelque chose, un poisson qui soit local, qui soit pas, dans une espèce protégée», et voilà. Donc le chef et Caroline se sont mis dessus et je trouvais que c'était intéressant. Moi, ma volonté sur cet hôtel, depuis que je suis arrivé, ça fait 4 ans, c'est de travailler en circuit court, avec des producteurs locaux. On a notamment, on a un poisson du jour. On travaille avec un petit pêcheur qui est au Goud, donc qui a une pêche, bah, raisonnée et en fait, du coup, ça change, quasiment tous les jours parce qu'il a quasiment jamais le même poisson. C'est-à-dire, il nous dit: «Tel jour, j'ai pêché du loup, tel jour j'ai pêché du rouget», voilà. Donc on lui achète ça et on essaye aussi de lui acheter le poisson qui est dit, moins beau et qui ne se vend pas en poisson en filet, qu'après mon chef utilise pour faire, les bouillons, pour faire, voilà, d'utiliser d'autres parties, des tartares, voilà donc qui sera pas vendu en filet, mais qui sera quand même vendu. Ce qui permet aussi de pas jeter, quoi. Voilà, nous, notre Mmh. volonté, c'est de et le petit pêcheur, il est content. Alors, comme je raconte à chaque fois, la petite anecdote, c'est que, la complexité, c'est que, voilà, on rentre dans un circuit court où forcément vous avez pas un process d'achat. Voilà, je pense que vous savez comment ça se passe dans les grands groupes, les process d'achat. Donc, quand il arrive effectivement avec sa petite facturette, écrit au stylo à billes, avec la TVA écrit au stylo à billes, bon, ma directrice financière, elle est pas très contente, effectivement d'avoir une facture, je pense qu'à un moment donné, je devrais pas dire ça comme ça, mais il faut savoir contourner quelques process pour pouvoir, appliquer une philosophie et continuer sur le chemin dans lequel, on a envie de continuer, quoi. Vous avez parlé de Caroline, qui au début faisait de la communication, ensuite qui a intégré la notion RSE. Une personne, dédiée à la RSE sur 200 collaborateurs. Comment vous faites pour essaimer? Il y a des gens, pour eux, c'est inconnu, le niveau de connaissance ou comme vous l'avez dit par rapport à la fresque du climat, bah, c'est pas le même. Est-ce que vous engagez dans des formations, dans des sensibilisations et à travers ces ateliers, vous découvrez qu'il y a des gens qui ont une réelle appétence pour ce sujet
et qui deviennent des ambassadeurs? Effectivement, donc c'est une personne. Après, comme je dis tout le temps, Caroline, c'est le moteur de la voiture. C'est comme dans une voiture, vous avez pas de moteur et vous avez qu'un seul moteur, vous en avez pas 10. Et par contre, si vous avez pas de moteur, vous avancez pas. Bah, Caroline, c'est exactement ça, c'est le moteur de l'hôtel. Donc c'est elle qui donne le tempo, le rythme. C'est quelqu'un de très curieux, donc elle vient avec beaucoup d'innovation. On travaille, avec des startups, innovantes sur ces sujets-là, LumiWave, donc qui mettait des capteurs dans les salles de bain pour calculer, les économies d'eau qu'on pouvait faire en expliquant au client combien de litres il utilisait dans sa douche, en lui donnant des challenges pour qu'il en utilise moins, voilà, donc il y a aussi ce besoin d'aller chercher, on va dire, des innovations autour de soi pour nous aider. Et après, effectivement, la vraie complexité, c'est la formation des équipes. Comme vous le disiez, il y a des gens qui ont des appétences. Moi, je pense qu'il y a un vrai phénomène, sans faire de, comment dire, de jeunisme, mais il y a un vrai phénomène générationnel. On se rend compte que les jeunes qu'on embauche ont une appétence très élevée pour ces sujets-là. Parce qu'effectivement, je pense que cette génération, elle a conscience, fortement conscience des enjeux, liés à ces thématiques. Et que peut-être que des collaborateurs, on va dire, un petit peu plus anciens, au départ, sont un petit peu plus fermés sur la question. Déjà, avec l'obtention du label Clévert, on est obligé d'avoir une forme de pédagogie avec nos collaborateurs. Donc, on imprime dans tous les services, un certain nombre de règles d'or, on les informe de tout ce qu'on fait, au quotidien, au travers des plénières. On a 2 plénières par an, on a une thématique RSE où on leur explique, on vient de passer l'hôtel en full LED, on a équipé l'hôtel de double chasse d'eau, pour pouvoir avoir, 2 volumétries de chasse pour éviter d'avoir une seule chasse, trop consommatrice d'eau. Voilà, donc on leur explique tout ce qu'on fait. On leur demande aussi s'ils veulent participer à des actions. Quand on va, on fait des actions de, nettoyage de calanques avec plusieurs hôtels, ou quand on fait des actions, d'aller planter des arbres, sur la Sainte-Victoire, donc il y a aussi beaucoup de participation de leur part et on les implique au quotidien, vous voyez là, en vous parlant, bon, bah, je vois dans mon bureau, j'ai encore comme dans tous les bureaux, Caroline elle a collé: «C'est pas Versailles ici», c'est Marseille bébé, pour dire, ben, éteignez vos lumières en partant, on a mis des capteurs dans tous les vestiaires, les réserves et cetera pour que ça s'éteigne automatiquement. Mais effectivement, c'est ce que je vous disais en début pour la pédagogie des clients, elle est la même pour les collaborateurs. Il faut faire de la pédagogie au quotidien, expliquer. Moi, je pense que le plus important, c'est de donner du sens et expliquer pourquoi on fait ça. Si on leur explique pas pourquoi on fait ça, ben, les gens ne vont pas, prendre l'aventure avec vous. Moi, le vrai avantage quand même qu'on a ici, c'est qu'on a un outil qui est là depuis 1976, qui est au bord de mer. On peut pas être plus proche de la mer. Donc ça veut dire qu'on a une double responsabilité. On a la responsabilité d'être, l'hôtel de la ville, donc un hôtel qui doit montrer l'exemple, qui doit, faire des choses pour son territoire. On peut pas être un hôtel replié pour nous-mêmes, c'est complètement incohérent. Et en plus, le 2e point, c'est qu'on est l'hôtel des Marseillais, on a toujours été l'hôtel des Marseillais. Donc comme on est l'hôtel des Marseillais, il faut qu'on rende en entre guillemets à cette ville ce que les Marseillais nous donnent en ayant des actions fortes, voilà, de protection de notre environnement. Alors je sais que vous aurez un autre podcast avec Laurent, mais on a aussi des actions RSE fortes, voilà, par exemple, on prête la moitié de notre piscine, pendant 1 mois et demi, l'été, à une association qui s'appelle Le Grand Bleu pour apprendre aux enfants à nager, voilà, quand vous voyez le nombre d'enfants qui savent pas nager, à Marseille, et c'est une action RSE, mais c'est vraiment une action, environnementale parce que ces enfants-là, si vous leur apprenez pas à nager, ils peuvent pas aller dans la mer. S'ils peuvent pas aller dans la mer, ils ont pas conscience, des problèmes qu'il peut y avoir sur la posidonie, ils ont pas de contact avec la mer. Bon, bah, donc c'est un vrai cercle. C'est extraordinaire parce que, bah, ils peuvent aller à la mer, et derrière, ils auront conscience de leur environnement. Si vous laissez les enfants à 4 kilomètres de la mer, c'est comme quand vous êtes loin de quelque chose, vous n'en avez pas l'appréhension ou la connaissance ou la lecture. Que tous les Marseillais puissent aller, sachent nager et aillent dans la mer pour se rendre compte effectivement des dégâts et puissent avoir des actions, importantes. Vous voyez, il y a un gros débat, à Marseille sur le surtourisme. Alors c'est le surtourisme qui a un impact sur l'environnement, c'est le surtourisme, et moi je dis toute la journée, enfin d'abord, les Marseillais, nous, éduquons-nous déjà, parce que tous les touristes que je reçois ici, moi qui sont des touristes, j'ai des touristes par exemple de l'Europe du Nord, et ces pays-là ont une conscience, environnementale bien plus développée que la nôtre. Et je peux vous dire que c'est pas ces clients-là qui jettent des papiers par terre, qui vont dans les calanques
boire l'apéritif le soir, qui balance l'ancre, et qui racle la moitié du sol marin. Voilà, donc c'est aussi nous, qui devons, on va dire agir au quotidien pour protéger notre, belle, cité phocéenne. Et de quelle manière ça vous nourrit, vous, personnellement, humainement? C Comme je vous disais, moi j'essaie de donner du sens aux autres, mais pour donner du sens aux autres, il faut déjà que moi je me donne du sens. Donc pour moi ça c'est vraiment, c'est comme si vous voulez un petit peu, je vais pas vous dire que c'est un credo, ou une religion, mais ça fait partie maintenant de moi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi je vois grandir j'ai des enfants en bas âge, je les vois grandir et au quotidien, j'ai un souvenir précis, je vous raconte une anecdote personnelle, mais moi quand, j'allais chercher de temps en temps mes enfants à l'école, quand ils étaient à la maternelle, même en grande section de maternelle ou en CP, je veux dire mon fils ramasse les papiers dans la rue pour les mettre à la poubelle. Voilà. Alors après on lui disait, «Bon OK, alors il faut lui mettre du gel pour qu'il s'essuie les mains», mais donc je me suis dit: «Voilà, tu vois, c'est un enfant et il a déjà conscience qu'il faut pas laisser les papiers par terre», alors que c'était pas forcément moi qui lui avais dit, hein, de faire ça, hein. Voilà, moi ça me nourrit parce que je me dis: «Bah, c'est important de protéger quelque chose», c'est un patrimoine quelque part qu'on a, comme quand vous avez une maison de famille et que, bah, vous voulez la garder, que vous voulez la protéger, que vous voulez la transmettre à vos enfants. Bah, là, c'est exactement la même chose. On peut avoir à l'échelle de la planète, mais la planète, pour moi, c'est déjà bien gros. Déjà, si j'arrive à m'occuper et en tout cas faire quelque chose à ma toute petite échelle, dans ma ville que j'affectionne, bah, ça sera déjà, j'aurai l'impression d'avoir participé à quelque chose et quand, vous discutez avec certaines personnes qui vous disent: «Oui, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan». Ouais, mais le problème, c'est que c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui fait une rivière. C'est que si personne ne fait rien, c'est sûr qu'il se passera rien. Moi, j'ai pas l'impression de faire une goutte d'eau. J'ai plutôt l'impression avec mes équipes, de faire des fleuves et que ces fleuves-là vont accoucher d'une mer, quoi. Voilà, c'est moi, en tout cas, ça me nourrit et ça me donne, encore une fois, ça me donne du sens, quoi. Je trouve ça intéressant de faire mon métier au-delà d'être, directeur d'un centre de profit, ça me rajoute, si vous voulez, une vocation supplémentaire, la qualité, la gestion, le management. Voilà, j'ai vraiment maintenant ça qui est devenu un pilier de mes fonctions et je le prends comme une obligation professionnelle, vraiment. Super, bravo. Là, vous me replongez, dans le passé, c'est sympa. Et j'ai une question, vous avez dit que vous étiez l'hôtel des Marseillais? Ouais. Donc vous avez plutôt un rôle d'ambassadeur. Est-ce que vous arrivez à amener avec vous d'autres hôteliers sur Marseille? Et de quelle manière? Complètement. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même quelques casquettes, en dehors de mon hôtel, hein, donc effectivement, je suis vice-président de l'UMI, là, du syndicat de l'hôtellerie. Je suis vice-président du CRT, donc le comité régional du tourisme. Je suis élu à la chambre de commerce en charge du tourisme. Donc au travers de mes on va dire, de mes casquettes, je rencontre beaucoup, beaucoup d'acteurs, du tourisme et ça me permet d'échanger avec eux. Si je prends l'exemple, par exemple, des enfants pour les piscines, moi, ma vraie victoire, c'est qu'on a, alors c'est une rencontre, hein, cette rencontre avec cette association, c'est parce que, mon bagagiste voiturier, Mohamed, sa sœur est vice-présidente de l'association et il me dit: «Moi, tous les week-ends, je vais apprendre à des enfants à nager à l'Estac». Ah, je lui dis: «Mais c'est extraordinaire». Il me dit: «Par contre, on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez de lieux pour pouvoir leur apprendre à nager. Les piscines à Marseille sont pas en bon état». Bon, bah, je lui dis: «Écoutez, on n'a qu'à essayer quelque chose ici» et voilà, donc c'est comme ça qu'on a monté ça et ben, l'année d'après, quasi, tous les hôtels avec des piscines de Marseille, en voyant, les retombées, ont contacté l'association. Donc maintenant, ils sont aussi au Nao sur la Corniche, ils sont au Radisson, voilà, donc ça, pour moi, c'est un vrai succès parce que c'est la roue, en fait, on emmène dans notre sillage d'autres hôtels. Ma volonté première, moi, c'est de rassembler les acteurs. Enfin, je considère qu'ensemble, on est plus fort qu'individuellement. Donc même quand on fait des actions, on essaye toujours de les corréler avec d'autres acteurs du territoire. Là, l'exemple, on va dire le plus, prégnant, c'est Provence Tourisme. Bon, Isabelle, ça fait 25 ans qu'on se connaît, et on a plusieurs fois, on discute ensemble comment on peut faire. Alors on avait fait, déjà, les dîners, insolites avec, des produits circuits courts et cetera. Puis quand, bon, elle a rencontré Caroline, on a discuté et on s'est dit: «Écoute, on va faire des choses ensemble. Il faut qu'on fasse des conférences pour essayer d'avoir un public encore plus large que ce qu'on a à l'heure actuelle, plus large que l'hôtel». Ça dépasse, c'est sur l'ensemble du département. C'est un petit peu des rencontres et je pense que voilà, encore la chance d'être là depuis 22 ans sur le territoire, me permet de rencontrer beaucoup de gens
et ces gens-là, c'est des enrichissements et c'est souvent de là que naissent des idées de collaboration, de partenariat, quand par exemple, dans les circuits courts, on essaie aussi de l'avoir dans nos achats de cadeaux, par exemple VIP ou au travers d'une soirée, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des lampes à partir de pare-battages de bateaux. Donc elle récupérait les vieux pare-battages de bateaux plutôt qu'ils soient jetés, et elle fait des lampes et en fait, on lui a acheté, on a équipé toutes nos terrasses, avec ces luminaires-là, des petites bougies sur les tables. Moi, je suis content parce qu'on fait travailler des Marseillais, c'est en circuit court, et quelque part, voilà, on sait que derrière, on va dire la marque Sofitel Vieux-Port, elle porte un petit peu quand même. Donc ces artisans-là me disent: «Une fois que les gens nous ont vus chez vous, ça donne envie à d'autres personnes peut-être d'aller les rencontrer, de les faire travailler». Donc on a un petit peu un rôle d'ambassadeur et c'est pour ça je me sens, on va dire, encore plus, responsable, d'avoir plus de responsabilités parce on est un peu un vecteur, important du territoire et derrière on sait que ça peut, engendrer, beaucoup de ruissellement, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'avais assisté à cette conférence que vous aviez organisée avec, Isabelle de Provence Tourisme sur la pêche durable Ouais. et j'avais trouvé ça très, très, très intéressant et c'est là où j'ai découvert, l'histoire du fameux saumon fumé remplacé par le mulet, pêché dans les eaux de marseillaise. Mais vous avez touché à un autre sujet, je pense qui est important, c'est la viabilité économique. S'engager vers une démarche responsable, économiquement parlant, viable ou pas viable? Je pense que si on parle d'une notion, purement économique, il faut avoir, une vision, d'un temps, on va dire, plus long. C'est pas un retour sur investissement, immédiat, quoique ça peut l'être, je vous donnerai tout à l'heure un exemple, mais pour moi, c'est plus des visions à moyen long terme. Là, typiquement, on équipe tout l'hôtel, de LED. C'est un budget, assez conséquent. Mais on a fait nos calculs, on sait que dans 8-9 ans à peu près, on va être dans un niveau de rentabilité qui sera supérieur à ce qu'on a là maintenant sur l'électricité. Donc c'est une vision patrimoniale du bâtiment. Par contre, il est évident que quand vous équipez par exemple vos chasses d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2 boutons poussoirs, techniquement, ça vous coûte, 3 € de plus d'avoir un double bouton poussoir. Alors on a équipé nos tuyaux aussi pour pouvoir avoir de dimensionnement qui permet ça, mais derrière, par contre, c'est du retour sur investissement direct parce qu'effectivement, si, tous les clients utilisent plutôt, la petite chasse d'eau, on va vite voir sur un hôtel comme le mien qui a une grosse, dépense énergétique, on va vite voir le résultat. C'est des coûts, forcément d'investissement de départ qui sont importants. Alors, ils le sont encore plus quand maintenant vous êtes, un groupe hôtelier et que vous construisez des hôtels. Je pense que c'est relativement plus simple de pouvoir effectivement, intégrer toutes ces notions-là. La vraie difficulté, c'est pour un hôtelier, qui a un hôtel, qui a déjà une cinquantaine d'années ou parce qu'il va devoir adapter. Donc en fait, les coûts d'adaptation vont lui coûter plus cher que quand vous construisez un hôtel et que vous pouvez dire: déjà tout de suite, je mets des panneaux solaires, je mets, des évacuations d'eau usée. Quand vous avez un hôtel ancien, il faut adapter et forcément ça coûte plus cher. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai une vision assez, comment dire? Tranchée sur le sujet. C'est que je pense quand même qu'au final, de toute façon, économiquement, c'est viable et que de toute façon, si ça ne l'est pas à l'instant T, dans 40 ans, 50 ans, il y aura même plus de notion économique. Quand il y aura plus d'eau, quand il y aura plus de je vais vous dire l'activité économique, elle cessera. Donc il vaut mieux tout de suite se dire comment on adapte et comment on permet de prolonger et de continuer à avoir une activité économique, que demain, on soit obligé d'opposer activité économique et environnement. Moi, je me bats contre les gens qui opposent environnement et activité économique parce que je pense qu'on peut faire coïncider les 2 en adaptant, en étant raisonné, en étant intelligent, en voilà. Mais il est sûr qu'à un moment donné, vous allez arriver à un point de rupture, si on ne fait rien, qui fera qu'il faudra prendre une décision drastique. Et comme dans toute décision dans une vie, traditionnelle, il vaut mieux, anticiper et on va dire, prendre des petites décisions, qui peuvent avoir un petit, impact à l'instant T, mais pouvoir, continuer qu'attendre jusqu'au dernier moment et avoir une décision qui aura un impact, qui sera beaucoup plus, préjudiciable pour l'activité, quoi. Ça me fait penser à une citation de Francis Blanche: «Au lieu de changer le pansement, pensez le changement». Moi, si vous voulez, il y a une autre, c'est dans exactement le même style. Moi, ma citation préférée, que je répète à mes collaborateurs toute la journée, c'est une citation de Churchill.
qui dit prends le changement par la main, sinon il te prendra par la gorge. Dites-moi, il y a peut-être des hôteliers dans le luxe qui aujourd'hui ont envie de se lancer, n'osent pas ou ont des contraintes, et cetera. Quels conseils vous pourriez leur donner pour qu'ils se lancent? On n'a jamais, enfin, vous qui avez fait ce métier, vous savez que c'est un métier où on n'a jamais réellement de parachute dans rien, puisque les journées ne se ressemblent jamais, il se passe toujours quelque chose, qui peut paraître un petit peu étonnant, qui on prend beaucoup de risques, c'est un métier de risque. De toute façon, je pense que quand on fait ce métier-là, c'est on aime le risque, on aime les changements, on aime la nouveauté, je pense que tous les directeurs d'hôtel ont quelque part un peu ça en eux, donc ils peuvent y aller. Après, mon conseil, c'est d'avoir déjà de s'appuyer dans leurs équipes sur des gens qui ont une appétence pour ça, qui sont passionnés pour ça, parce que c'est ces gens-là qui vont amener, les discussions, les raisonnements, qui vont avoir les idées de bon, on a peu parlé, mais pour moi, le vrai sujet de ces thématiques-là, c'est l'innovation. Voilà, l'innovation, c'est, toutes ces petites startups qui sont formidables, qui ont plein d'idées pour, voilà, économiser l'eau, limiter les déchets, et pour les rencontrer, bah, effectivement, il faut avoir quelqu'un qui a un peu une appétence, qui, sur ces sujets-là, qui soit ouverte à ça, qui rencontre des gens, qui dans sa vie personnelle, qui fasse des lectures, donc ça, c'est important d'identifier dans ses équipes quelqu'un qui aide à pousser parce que le directeur tout seul, il peut rien faire si ses équipes, elles sont pas engagées là-dedans. Voilà. Et après, mon dernier conseil, bah, c'est de regarder, je pense, les acteurs qu'il y a sur le territoire, et de faire des actions, collaboratives. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a pris avec Provence Tourisme, avec l'Office du tourisme, avec des associations, locales, voilà, au travers des rencontres de soirées, de réunions, et voilà et ensemble, bah, construire, des fois des petits projets qui paraissent être, une petite pierre sur le chemin et qui au final après, grandissent et ils sont souvent des belles aventures. Bah, écoutez Vincent, merci beaucoup. Vous m'avez donné la banane. Vous m'avez replongé dans le monde dans lequel j'étais auparavant et à l'époque, je pensais que j'étais un ovni, mais je vois que je ne suis pas seul et ça fait très plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous et Merci d'avoir écouté cet épisode expérientiel. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, laissez un petit avis ou partagez-le autour de vous. Chaque geste compte pour donner encore plus de voix à celles et ceux qui réinventent le tourisme. Alors restez curieux, continuez à explorer et surtout, devenez acteur de la transition du tourisme. À très vite pour un nouvel épisode d'Expérientiel.